d'action Rambo le Dévastateur nous a fait connaître le personnage de John Rambo, un ancien combattant de la guerre du Vietnam qui part en guerre contre le corps de police d'une petite ville. Le personnage de Rambo est plus grand que nature. Il a de gros muscles et un tas de cicatrices. C'est un solitaire, une victime. On a envie de l'emmener à la maison et de l'aider. Jusqu'à ce qu'il nous tue. En 2013, l'ancien combattant de la guerre du Golfe, Christopher Dorner, adopte le même comportement que son idole du grand écran. Il a simplement dit qu'il était en guerre contre la police. Tout comme Rambo, Christopher Dorner se tourne contre les institutions qu'il avait juré de respecter. Chris Dorner n'a pas seulement terrifié une ville entière, il a terrifié tout le sud de la Californie. Rambo s'est enfui dans les bois. C'était un soldat qui avait combattu au Vietnam. C'est pour ça que Dorner est allé à Big Bear. À cet endroit, il pouvait avoir le dessus sur son ennemi. Rambo et Dorner. Que se passe-t-il quand un soldat d'élite perd la tête et s'appuie sur sa formation pour devenir une machine à tuer? Dès sa sortie en salle en avril 1982, le film d'action Rambo le Dévastateur fait fureur et rapporte gros. C'était un succès commercial et un succès critique. Roger Ebert lui a donné 3 étoiles sur 4 et a dit que même si l'intrigue était très peu plausible, quand Stallone est à l'écran, on y croit. Stallone devient une méga vedette. Son personnage de Rocky est éclipsé et celui de Rambo reviendra dans 3 autres films. Dans Le Dévastateur, on fait connaissance avec le personnage de John Rambo, un ancien combattant du Vietnam qui souffre d'un trouble de stress post-traumatique et qui tente de se tailler une place dans un monde où il est incompris. Quand des policiers d'une petite ville commencent à l'intimider, ils ne se doutent pas que Rambo va craquer et qu'il va se transformer en guerrier impitoyable. À Los Angeles, en Californie, un homme qui semble sorti tout droit d'un des films de Rambo va aussi partir en guerre contre la force policière. C'est une histoire presque trop insensée pour être vraie. Dorner a tenu en haleine l'un des plus importants corps de police des États-Unis pendant 1 semaine. À la fin de la semaine, ce Rambo bien réel aura tué beaucoup plus de gens que le héros du film, le Dévastateur. Le 3 février 2013, à Irvine, en Californie, Monica Quan et son fiancé Keith Lawrence, âgés respectivement de 28 et 27 ans, rentrent à la maison après avoir regardé le Super Bowl chez des amis. Le jeune couple ne se doute absolument pas qu'un prédateur le suit et l'épie. Ils sont partis tout de suite après le Super Bowl et ils sont descendus dans le stationnement intérieur de l'immeuble. Caché dans la pénombre, Christopher Dorner, un ancien agent du service de police de Los Angeles, attend le moment propice pour se venger. On a trouvé les 2 victimes mortes dans leur voiture. Elles avaient reçu plusieurs balles tirées à bout portant. Mais pourquoi ce couple? Ces 2 personnes n'avaient apparemment aucun ennemi. Monica Quan était entraîneuse de basketball féminin à l'Université d'État de Californie à Fullerton et Keith Lawrence était agent de sécurité à l'Université de Californie du Sud. Monica était très aimée. Le double meurtre a causé beaucoup d'émotions et a fait beaucoup de bruit dans les médias. À
Irvine, la police tente désespérément de comprendre quelque chose à l'horrible double meurtre. Sur la scène de crime, les enquêteurs ont trouvé 14 douilles de calibre 9 mm et 2 personnes abattues dans leur voiture dans un garage intérieur. Monica avait une bague sertie d'un gros diamant. Si le tueur avait voulu les cambrioler, il l'aurait sûrement prise. Les enquêteurs se sont dit que les 2 victimes avaient été ciblées. Ils ont raison. Il n'y a rien d'aléatoire dans ces 2 meurtres. Le couple a été ciblé pour une raison bien précise et l'homme qui les a tués fait partie de leur entourage. Christopher Dorner a grandi dans une famille de la classe moyenne au sein de la grande collectivité du comté de Orange. Il vivait seul avec sa mère, son père n'était pas présent et il n'a pas pu bénéficier d'une influence masculine en grandissant. Dans un quartier principalement habité par des Blancs, le jeune Christopher Dorner a du mal à s'adapter. Il y avait surtout des Blancs à l'école, jusqu'au niveau universitaire. Selon Dorner, il était souvent le souffre-douleur des autres élèves. Il se faisait intimider. C'était parce qu'il était noir et ça s'est envenimé. I'm just trying to get to my locker. What's your problem? I'm just trying to get to my locker. They're in the way. I'm just trying to get my stuff. I am not causing any trouble. They're standing in front of my locker. I didn't do anything wrong. Relax, relax. Il était puni quand il protestait et qu'il se plaignait de subir des injustices raciales. Le jeune Christopher Dorner devient si préoccupé par la justice qu'il désire pratiquer un métier permettant de la faire respecter. Au cours secondaire, il faisait partie du club juvénile de la police, où les adolescents peuvent décider s'ils veulent faire carrière dans les forces de l'ordre. Le programme est conçu pour recruter des jeunes qui pourraient un jour devenir policiers. Il en faisait partie et il semblait y être très heureux. Il désirait vraiment servir pour améliorer les choses. Pas seulement dans sa communauté, mais dans tout le pays et dans le monde. Après le cours secondaire, Christopher Dorner décide de poursuivre ses études. Dorner est allé à l'Université du Sud de l'Utah, où il a joué au football. Au dire de tous, il était très gentil et sociable. Il avait un bon sens de l'humour et tout le monde l'aimait. Après les attaques du 11 septembre, Dorner se sent interpellé par son sens du devoir. Une fois diplômé, il a servi dans les forces de réserve de la marine américaine en tant qu'officier. Pendant sa formation, il effectue 2 missions en Irak. Dorner était un tireur d'élite très qualifié. Il avait eu une formation spéciale et il était excellent. Il avait été formé au maniement des armes. Il savait se servir de ses jouets, si on peut dire. Il portait l'uniforme et il en était très fier. Grâce à sa formation, Rambo était aussi un excellent soldat. Comme beaucoup d'anciens combattants, quand il revient à la vie civile, Rambo n'a plus aucun repère. Rambo n'a plus de but dans la vie. On le voit se promener en ville avec son sac sur l'épaule et on se demande où il va aller. Il opte pour Portland, mais qu'est-ce qu'il va pouvoir y faire? Par contre, Christopher Dorner sait exactement ce qu'il veut faire en réintégrant la vie civile. Il devient policier et réalise son rêve de jeunesse. Il était certain de suivre sa vocation en entrant au service de police de Los Angeles. Il rêvait d'être un héros, un grand justicier. Il croyait pouvoir y arriver en endossant l'uniforme bleu du service de police de Los Angeles. Il aimait être policier, c'était évident. Il croyait pouvoir être très utile à la communauté dans laquelle il était en service. Ça correspondait à ce qu'il voulait faire.
Pourtant, il avait des difficultés d'adaptation au service de police de Los Angeles. Il n'était pas à la bonne place. Très vite, il s'est mis à se plaindre et à raconter qu'il était victime de discrimination raciale au sein du service de police. Peu de temps après être entré au service de police de Los Angeles, Christopher Dorner commence à adopter des comportements à la Rambo. Christopher Dorner s'est sans doute senti trahi par le service de police de Los Angeles. Il s'est senti trahi par ses collègues de travail, et c'est sûrement pour ça qu'il a craqué. Dans Le Dévastateur, Rambo, un ancien combattant du Vietnam qui souffre d'un trouble de stress post-traumatique, est maltraité par le service de police d'une petite ville. Poussé à bout, il craque et retrouve sa personnalité de soldat. Le personnage du Dévastateur est un être sombre et ténébreux. Il est héroïque à certains égards puisqu'il a combattu pour nous et qu'il a failli perdre la vie au combat. Mais c'est aussi une machine à tuer. Il est terrifiant, il est dangereux. Ce n'est vraiment pas quelqu'un qu'on aurait envie de pousser à bout. Plus de 30 ans après la sortie du film, un Rambo bien réel est sur le point de partir en guerre contre un service de police. La différence entre John Rambo et Christopher Dorner, c'est que Rambo n'a jamais tué des innocents. Tout comme Dorner, il a terrorisé toute une ville, mais Dorner a tué des innocents. Ses deux premières victimes, Monica Kwan et Keith Lawrence, ont un lien avec des incidents qui se sont produits pendant que Dorner était au service de police de Los Angeles. Quand Dorner est devenu policier, je suis convaincu qu'il voulait faire le bien et agir en tant que justicier auprès des victimes. Christopher Dorner réalise enfin son rêve. Fraîchement diplômé de l'école de police, il s'est retrouvé sous les ordres d'une policière qui devait le superviser pendant sa période de probation. Cette femme, c'était l'agente Evans. Dorner! Presque tout de suite, Dorner et son agente de formation entrent en conflit. What were you thinking? Could have gotten us both killed out there. L'agente Evans n'était pas impressionnée par Christopher Dorner. Quand elle devait lui faire des commentaires, elle avait toujours des critiques à formuler. We have protocol for a reason. Look at you. Selon elle, il n'était pas un bon policier. Il y avait des tensions et il en était conscient. I'm telling you right now, you are not going to last long here. Il se sentait victime de discrimination raciale au service de police de Los Angeles. All right, let's go in here and take care of this. La relation entre Dorner et son agente de formation s'envenime quand ils répondent à un appel pour déloger un intrus dans un hôtel de la ville. Thank you for coming, officers. Homeless man is here in the foyer. Okay, do me a favor and just sit out here for a minute or two, please. Sir, come on. Sir. Hey, I need you to get up. Come on. It's private property here. You can't be here. Le sans-abri ne voulait pas sortir. Come on, up, up. Sir, you need to get up. Come on, come on. Apparemment, Evans lui aurait donné un coup de pied à la tête. C'est ce que soutient Dorner, mais personne n'en aura jamais la certitude. You gotta get up. Come on. Hold still, sir. I got him. 2 semaines après l'incident, Dorner dépose une plainte officielle contre l'agente Evans. C'est connu. Les policiers ont une entente. Un code tacite en vertu duquel ils ne dénoncent pas leurs collègues et se soutiennent entre eux.
Quand Dorner a dénoncé son agent de formation auprès de ses supérieurs, le bruit s'est répandu et beaucoup de policiers se sont retournés contre lui. Tout comme à l'école, il a recommencé à se faire intimider, cette fois au service de police. Hey, can I get to my locker right now? Is there a problem? Excuse me. You're a traitor. Take that guy. Whatever, man. Well, we're here for my client's hearing. Oh, please sign it. Après une enquête interne, il a comparu devant un comité de révision. We really need to win this, okay? I can't even believe they are questioning me. I got this. Calm down. Okay. All right. Let's go. All right. En janvier 2009, un comité de révision du service de police de Los Angeles déclare Christopher Dorner coupable d'avoir fait de fausses déclarations et d'avoir déposé une plainte non fondée contre une policière. Ils ont conclu que Dorner avait menti, qu'il avait injustement accusé son agent de formation et que l'incident auquel il prétendait avoir assisté ne s'était jamais produit. Ils ont décidé qu'il ne pouvait pas travailler au service de police parce qu'il n'était pas digne de confiance. You know, this is some racist BS. We gave them everything that we could, and they act like it didn't happen. I did everything I could. No, you didn't do everything you could have done, and you were going to pay for it. C'est ce qui a déclenché tout le processus qui a abouti au congédiement de Dorner. Dorner est anéanti quand il se fait congédier du service de police. Il tente de faire appel. Mais son congédiement est maintenu. Il croyait que ses collègues étaient tous des racistes qui avaient détruit sa carrière de policier pour protéger une agente qui avait malmené un sans-abri. Au cours des années qui suivent, Dorner ne cesse de fulminer. Il ne décolère pas d'avoir subi une telle injustice. À mon avis, ce qui s'est passé dans le cas de Dorner, c'est que la situation n'a pas cessé de s'envenimer. Il était comme une cocotte minute, une bombe à retardement. Il est entré dans une profession où il croyait pouvoir faire le bien, faire régner la justice et aider les victimes, et c'est lui qui s'est retrouvé victime du système. Après son congédiement du service de police de Los Angeles, il pouvait encore faire carrière dans la marine en tant que réserviste. C'était tout de même assez prestigieux d'être officier dans la marine. Quand Dorner apprend qu'il est en plus réformé de la marine, il est fou de rage. Quand les autorités de la marine ont appris la décision du service de police de Los Angeles, il a été réformé. On ne voulait plus de lui dans la marine. Il accusait la police de Los Angeles d'avoir détruit sa carrière dans la marine. Il croyait sûrement que le système voulait l'écraser. Le système était corrompu. Il n'y avait pas de justice. Mais ces gens s'en étaient pris à la mauvaise personne. Selon lui, les policiers de Los Angeles étaient tous des racistes, tous des méchants. Et il voulait détruire le service de police. Dorner commence à écrire un manifeste de plus de 11 000 mots dans lequel il fait part de ses reproches envers le service de police de Los Angeles. Il promet de se venger. J'ai épuisé tous les moyens disponibles pour tenter de laver mon nom. Ceci est mon dernier recours. Le service de police de Los Angeles a dissimulé la vérité.
ce qui a donné lieu à des conséquences désastreuses. C'était une longue critique acerbe, décousue et délirante. Il nommait tous les gens du service de police qui lui avaient fait du tort, et il disait qu'il s'était donné pour mission de se venger et de laver son nom. Les attaques s'arrêteront quand le service de police révélera la vérité concernant mon innocence. Publiquement, je refuserai toute forme de paiement en argent ou en marchandises pour que je cesse mes attaques. Je veux laver mon nom et c'est tout. C'est non négociable. Les attaques de Dorner sont dirigées contre le service de police et aussi contre tous les policiers de Los Angeles. C'était sa façon de faire une sortie éclatante. Il était bien décidé à se venger de ceux qui, croyait-il, lui avaient fait un tort énorme. Dans Le Dévastateur, John Rambo se sert de ses connaissances de la guérilla pour combattre les policiers et réussir à leur échapper. Il se réfugie dans la nature sauvage et devient une armée à lui seul. Quand Rambo redevient soldat, dans le feu de l'action, il a beaucoup de mal à se raccrocher à la réalité. Les choses se brouillent dans son esprit quand il est poussé à bout. Et il n'arrive plus à savoir s'il combat la police ou des soldats ennemis au Vietnam. On ne sait pas si Christopher Dorner souffre bel et bien d'un trouble post-traumatique. Mais contrairement à Rambo, il sait exactement contre qui il se bat. La seule différence, c'est que dans le film, Rambo se faisait attaquer alors que dans la réalité, c'était Dorner qui attaquait. Il fallait qu'il tue des policiers. Dorner décrit sa mission meurtrière dans son manifeste, qu'il publie en ligne. Il a décidé de diffuser son manifeste en ligne. Mais les gens ne l'ont pas vu tout de suite. Personne ne l'attendait. Quand la police le voit enfin, le double meurtre de Monica Quan et Keith Lawrence est vite résolu. Quel était le lien entre Dorner et le meurtre d'une entraîneuse de basketball et d'un agent de sécurité? Le lien, c'était le père de Monica. Quand le manifeste est apparu en ligne, les enquêteurs ont vu qu'un des noms qui figurait sur la liste des victimes potentielles de Dorner était celui de Randall Quan. Randall Quan est le père de Monica Quan. C'était l'avocat qui avait défendu Christopher Dorner devant le comité de révision de la police et qui avait perdu. Dorner croyait que Quan était impliqué dans un complot du service de police visant à obtenir son congédiement. Il croyait que Quan était corrompu et qu'il travaillait pour le service de police de Los Angeles. Il avait décidé de tuer la fille de Quan et son fiancé parce qu'il voulait punir son ancien avocat. Dans les menaces qu'il adresse à Randall Quan dans son manifeste, Dorner ne mâche pas ses mots. Je n'ai jamais eu la chance d'avoir une famille à moi. Je vais détruire la vôtre. Keith Lawrence a été tué parce qu'il aurait été témoin du meurtre de sa fiancée. Le fiancé s'est tout bonnement trouvé au mauvais endroit, au mauvais moment. Dorner ne voulait pas laisser de témoin. Dorner est soupçonné du double meurtre et on a trouvé la liste de ses futures victimes dans son manifeste. La police part à sa recherche. Comme dans Rambo le Dévastateur, la chasse à l'homme est commencée. Dès lors, il ne pensait plus qu'à trouver Christopher Dorner. On ne pouvait pas rouler sur une seule autoroute de Los Angeles sans voir afficher la description de sa camionnette, son numéro de plaque et l'inscription « Ouvrez l'œil ». Dorner's whereabouts are currently unknown to law enforcement, and we are asking for the public's help in finding him. We are looking for a vehicle that we think is being driven by him.
a 2005 Nissan Titan pickup with a California license plate. Il était l'homme le plus recherché par la police de Los Angeles. Personne ne sait où se trouve Christopher Dorner, ni où il pourrait frapper de nouveau. Dorner a fait peur à beaucoup de gens. Il y avait de véritables craintes dans la communauté. Il était déjà soupçonné d'avoir tué 2 personnes dans la banlieue dortoir d'Irvine, dans le comté d'Orange. On se demandait tous où il allait réapparaître. Finalement, on revoit Dorner et sa camionnette à Corona, en Californie. À une station-service, un simple passant a vu la camionnette et, selon lui, le conducteur ainsi que la camionnette correspondaient à la description donnée par la police. L'homme appelle tout de suite le 911. Les policiers se précipitent sur les lieux, mais Dorner parvient à leur échapper. A high-stakes manhunt is intensifying in California as police scour the area in search of a man wanted for murder. On revoit l'homme le plus recherché de la Californie 20 km plus loin, à Riverside, en Californie. Très tôt le matin, 2 policiers de Riverside se sont arrêtés à un feu rouge. Les agents en service Michael Crane et Andrew Tekeas ne se doutent absolument pas qu'ils sont dans la mire de Christopher Dorner. Les policiers de Riverside ont été pris au dépourvu. Ils ne savaient pas que Dorner était dans les parages. Il en a tué un, sans doute sur le coup. L'autre était grièvement blessé, mais il a survécu. Ces 2 policiers n'avaient rien à voir dans cette histoire. La vendetta de Christopher Dorner contre la police vient de s'intensifier. Les forces de l'ordre californiennes se dépêchent de protéger les personnes mentionnées dans le manifeste de Dorner et tentent désespérément de l'arrêter avant qu'il ne tue encore. Toute personne portant un insigne était une cible pour Dorner. Peu importe l'agence ou le type de policier, il risquait d'abattre tous les gens qu'il rencontrait et qui portaient un insigne. Comme dans le film Le Dévastateur, on ne sait plus très bien qui pourchasse qui. L'ancien commandant de Rambo dit au shérif « Je ne viens pas sauver Rambo de la police. Je viens sauver la police de Rambo. » Pendant que la police cherche le dangereux fugitif le long de la côte californienne, Dorner arrive à s'enfuir et se dirige vers les hauteurs des montagnes de San Bernardino. Au lieu de fuir la police, il va poser un geste pour donner aux hommes qui le pourchassent un excellent indice quant au lieu où il se trouve. Il fait brûler sa camionnette. Je ne peux que présumer qu'il voulait qu'on trouve son véhicule. Autrement, pourquoi l'aurait-il fait brûler? Christopher Dorner vient d'indiquer aux policiers où ils peuvent essayer de le trouver. Quand Dorner a incendié sa camionnette, on aurait dit que ça sortait tout droit du scénario de Rambo. Christopher Dorner utilisait tous les outils à sa disposition. Son entraînement militaire, sa formation au service de police de Los Angeles, son instinct. Il est sans doute allé à Big Bear parce qu'il savait qu'à cet endroit, il aurait le dessus sur son ennemi. C'est à cet endroit que Christopher Dorner deviendra une vraie copie de Rambo. Tout comme Rambo, Dorner a attiré les policiers loin de leur zone de confort, dans la forêt. C'est lui qui a choisi l'endroit. Le personnage de John Rambo attire aussi les policiers dans une forêt très dense, où il est dans son élément.
Dans le Dévastateur, Rambo se réfugie dans la forêt et se sert des mêmes tactiques de guérilla qui lui ont permis de survivre au Vietnam. Ces techniques de survie lui donnent un grand avantage sur les policiers. Tout comme Rambo, Christopher Dorner a choisi la région montagneuse de Big Bear pour livrer son propre combat contre la police. C'était une décision stratégique. Rambo s'était enfui dans les bois. C'était un soldat qui avait combattu avec des techniques de guérilla. Dans la forêt, il savait comment avoir le dessus sur son ennemi. C'est sûrement pour les mêmes raisons que Dorner est allé à Big Bear. Les policiers trouvent la camionnette de Dorner et la chasse aux fugitifs se poursuit en terrain montagneux. There's been an amazing amount of police activity just south of Big Bear Lake, up in San Bernardino National Forest. They were actually able to follow some of his tracks from his vehicle, but they lost those tracks because of the frozen conditions on the ground. Authorities say they are not giving up on their search. Mais la copie meurtrière de Rambo demeure introuvable. Les policiers devaient vraiment se demander s'il avait réussi à s'enfuir de la montagne. Était-il assez rusé pour échapper à toute cette force policière? Il le cherchait sur la montagne et aussi au pied de la montagne. Avait-il fait démarrer une voiture avec les fils? Avait-il creusé une caverne ou un tunnel? Qui sait? Quoi qu'il en soit, tout le monde se demandait où il était passé. En fait, Christopher Dorner ne se cache pas dans les montagnes, mais à portée de vue des hommes qui le pourchassent. Il était dans un appartement. Personne ne l'avait vu y entrer. Le plus incroyable, c'est que la police avait installé son poste de commandement juste en face de cet appartement et tous les médias étaient présents. En sortant, on n'avait qu'à regarder de l'autre côté de la route et on voyait le poste de commandement. Les policiers ne se doutaient absolument pas que Dorner était dans ses appartements et ils n'y sont jamais entrés. Les policiers n'ont pas trouvé leur fugitif, mais les propriétaires de l'appartement vont bientôt le rencontrer. C'était un couple qui possédait plusieurs propriétés sur ce terrain. Il avait plusieurs petits chalets et appartements qui étaient loués à des vacanciers. Christopher Dorner est en fuite depuis 4 jours quand le couple vient faire le ménage dans l'appartement avant l'arrivée du prochain locataire. I know, we have a lot of work to do. Why don't you do the windows? Okay, I'll start that right over. You go to the kitchen. Hey, drop it. Please, don't hurt us. Have a seat. Sit down. Dorner les tenait en joue. Et ils ont vraiment pensé qu'il allait les tuer. You, sit. Sit down. Head down. Head down. Hey, don't be a hero. Okay, just don't hurt Head us. down. Okay. Take whatever you want. Please don't hurt Hands behind your back. Hands behind your back. Take what you want. Puis, Dorner les surprend. Dorner leur a dit « Laissez-moi juste le temps de m'enfuir » et il les a ligotés. Don't hurt us. Head down. Okay. Anything. Please. Just go. I'm not hurting innocent people. Just want to clear my name, that's all. Okay. You stay calm, you make it through this. Okay. I just need to clear my name, that's all. Okay. Wait. Don't. I'm leaving. Do not move. Au bout de 20 ou 30 minutes,
Ils sont parvenus à composer le 911 et ils ont dit « Chris Dorner a séjourné chez nous ». Après s'être enfui de l'appartement sans se faire repérer, Dorner se rend à un chalet isolé dans le bois. La chasse à l'homme reprend de plus belle. Je crois vraiment qu'il connaissait la topographie de la région. Et quand on connaît bien une région, on va où on se sent bien. Christopher Dorner est entré dans le chalet et il attend. Il y avait quelques policiers de la région qui connaissaient aussi très bien l'endroit. Ils ont vu des traces de pneus dans une petite route qui montait vers un chalet. Les shérifs adjoints Collins et McKay s'approchent prudemment du chalet. Ils sont tombés dans le piège de Dorner. Dorner pouvait tout voir d'où il était. Il voyait tout. Ils étaient vraiment en danger. Quelqu'un a crié « Un homme au sol ». Quelques secondes plus tard, bang, bang. L'autre shérif adjoint tombe. Collins a reçu des balles au visage et à la poitrine. McKay a appelé à l'aide à la radio pour dire qu'il se faisait tirer dessus. Malheureusement pour McKay, Dorner l'a vu, il a réussi à tirer dans une ouverture de son gilet pare-balles et il est mort sur le coup. Christopher Dorner vient de tuer sa 4e victime et d'en blesser grièvement une autre. Il va bientôt entamer son dernier combat contre les forces de l'ordre. À la fin du film, le dernier combat de Rambo se termine par une fusillade, des explosions et un incendie. À la fin du film, Rambo n'est plus en fuite. Il est passé à l'attaque. Il en va de même pour Christopher Dorner. Quand on examine certains éléments de la chasse à l'homme pour arrêter Dorner, on se rend compte qu'elle est semblable à celle du premier Rambo. Il portait des tenues de camouflage, sûrement pour éviter de se faire repérer. Il y a aussi le nombre d'armes qu'il avait en sa possession. Comme dans Le Dévastateur, la fuite de Dorner se termine par une bataille épique avec la police. Les policiers ont appelé l'équipe d'intervention d'urgence. Ils ont tous convergé sur la montagne. C'est à cet endroit qu'ils allaient livrer le dernier combat contre Christopher Dorner. Dorner avait le dessus à court terme. Il était protégé dans le chalet, d'où il pouvait voir les policiers qui étaient à découvert. La police fait basculer la situation à son avantage grâce à son important effectif. C'était tout un affrontement.
Le chalet était cerné. À la fin du film, Rambo se retrouve sans issue. Même chose pour Dorner, mais ce n'était pas un film, et ça s'est terminé différemment. Cette fois, la police ne laissera pas Dorner s'échapper. Les policiers sont sans pitié. Ils ont lancé des grenades incendiaires pour que la fumée le force à sortir. Ils lancent les grenades dans le chalet et attendent. We have you surrounded. Surrender. Surrender now. There's no way out. Dorner tient bon, et les grenades causent un incendie dans le chalet. À bord d'un hélicoptère qui se trouvait juste au-dessus, je regardais se dérouler le drame et je me demandais ce que Dorner allait faire. Allait-il sortir par la porte arrière, dans une pétarade de coups de feu, et tenter de tuer d'autres policiers? Qu'allait-il faire? Ils ont entendu un tas d'explosions venant de l'intérieur. Plus tard, ils ont compris que c'était les munitions qui explosaient sous l'effet de la chaleur des flammes. Les policiers ont arrêté de tirer. Il ne restera bientôt plus rien du chalet. Et Dorner ne sort toujours pas. Quand les policiers retrouvent son corps, ils constatent qu'il s'est tiré une balle dans la tête. Dans le chalet, à part le corps calciné de Dorner, les enquêteurs ont trouvé une arme de poing de 9 mm et un fusil d'assaut. L'arme de poing de 9 mm était celle qui avait servi à tuer Monica Kwan et Keith Lawrence à Irvine. Le fusil d'assaut était l'arme qui avait infligé des blessures mortelles à l'agent Crane à Riverside. Le règne de la terreur de Christopher Dorner est terminé. Mais les forces de l'ordre et la population sont sidérées et se demandent pourquoi c'est arrivé. Comment peut-on laver son nom en menaçant de tuer des policiers? Comment peut-on laver son nom en terrorisant toute une population? Ça n'a pas de sens. Christopher Dorner a été lésé quand il était policier et il voulait que justice lui soit rendue. Il voulait être un redresseur de tort. En réalité, il était un monstre qui a fini ses jours en commettant des meurtres atroces. Christopher Dorner se prenait pour un héros. Quand on voit tout ce qu'il a fait, les vies qu'il a détruites, les morts, la terreur qu'il a fait régner dans le sud de la Californie pendant plusieurs jours, on se dit qu'il a vraiment agi comme un monstre. Malgré les similitudes entre John Rambo et Christopher Dorner, une chose est certaine, Christopher Dorner n'était pas la vedette d'un film d'action. C'était un meurtrier qui a sauvagement enlevé la vie à 4 innocentes personnes, qui en a blessé 3 autres et qui a terrorisé toute une population. Cette copie meurtrière est une effroyable tragédie.